BFM Business. Midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Et tout de suite dans le RH avec nous Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire et Société à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le RH. On va largement parler bien évidemment de cette reprise. Mais d'abord sur cet impact du Covid. Le sport a été totalement mis sous cloche. Évidemment des retombées pour le sport professionnel, mais également pour le sport amateur où dans l'ensemble c'est un secteur essentiel. On parle de retombées directes et indirectes. Ces mois d'inactivité, ce sont des sommes colossales. Des sommes colossales, oui, c'est clair. Tant directement qu'indirectement, le sport professionnel, le football, le rugby, le hand, le volley, tous les sports professionnels ont été impactés, ont été touchés. Mais de la même manière, comme vous l'avez dit, le sport amateur qui lui ne vit pas, n'a pas pu toucher les aides distribuées par l'État, de chômage partiel ou de subvention ou d'exonération de charges, a beaucoup souffert de la crise économique et du confinement et en souffre encore aujourd'hui. Je dirais que, alors si je vais faire des points de comparaison et des exemples chiffrés pour les téléspectateurs, prenons le cas du football professionnel, en l'occurrence la Ligue 1 française, Ligue 1, Ligue 2, les championnats professionnels. On estime que les coûts directs seraient chiffrés entre 300 et 400 millions d'euros. Une étude récente a montré que coûts directs et indirects, on est sur du milliard. Effectivement, c'est un coût. Ça a été dur pour ces clubs-là. Certains ont crié à une faillite généralisée. Elle n'a pas eu lieu. Et on ensuite, à la rentrée, des budgets des clubs qui vont augmenter, des transferts qui vont être réalisés ou qui ont été réalisés. Et finalement, c'est pas le terme que j'emploierais, mais presque un épiphénomène. Je veux dire, tout va redevenir comme avant, finalement. Oui, finalement, là, il n'y aura pas de monde d'avant, monde d'après, dont on parle largement. Vraiment, le football professionnel, il y a eu des pertes liées à la billetterie, des pertes liées au manquement de droits TV, des pertes liées à une baisse des revenus commerciaux, mais ça a été réparé, ça a été sauvé. Il y a eu des aides, il y a eu des exonérations, il y a eu beaucoup de choses. Le sport amateur, lui, n'a rien eu. Le sport amateur n'a bénéficié d'aucune aide, dans la mesure où 90% des clubs amateurs n'ont pas de salariés. Donc, sans salariés, pas de chômage partiel, pas de subvention publique, pas d'exonération. Et en face de ça, remboursement des licences, annulation des événements matchs, baisse des revenus sponsoring locaux. Donc, eux, c'est extrêmement difficile et extrêmement impactant. Et je vais vous donner un autre chiffre. Le budget total du sport amateur en France, c'est plus de 6 milliards d'euros. Et au-delà du coût économique, c'est le coût social. C'est les jeunes qui pratiquent ou pratiquaient ou pratiqueront une discipline sportive qui auront du mal peut-être à la rentrée prochaine à s'inscrire dans un club. Est-ce que des clubs vont tenir le coup ou est-ce qu'ils vont tomber en faillite? Est-ce qu'ils vont disparaître? Donc c'est très inquiétant à ce niveau-là, au niveau du coût social et économique pour le secteur amateur. Le secteur professionnel, alors j'ai encore faire des cases, parce que c'est vrai que le football a réussi à tenir et le football va repartir de plus belle. C'est un cas à part. C'est un cas à part, il est reparti, les matchs ont recommencé, on a eu les finales de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, le PSG et Lyon vont entamer leur campagne européenne, le championnat va reprendre, très bien. C'est plus inquiétant pour le rugby, pour le hand, pour le volley, pour le basket, qui ont une autre économie. Justement, si on reste sur l'exemple du rugby, et ça a été largement dit justement au niveau des acteurs du rugby, un rugby d'ores et déjà, on parle de spectateurs. On a vu la différence justement avec les premiers matchs de football qui ont repris et cette étrangeté, dirons-nous, d'un stade, c'est un stade de France quasiment vide, 5000, des ultras qui n'ont pas voulu venir, etc. Le rugby, un rugby à huis clos, c'est la mort du rugby? Pour bien comprendre, en moyenne, un club de football professionnel Ligue 1, les recettes billetterie, c'est 9% du budget, en moyenne, 9%. C'est peu. C'est très peu, parce que l'essentiel, c'est la billetterie, c'est le trading joueur. Le rugby, si je prends événement match, donc on a à la fois billetterie, mais carré VIP, vente autour du stade et dans le stade, c'est 60% en moyenne. Vous faites un championnat top 14 à la rentrée sans spectateurs ou avec 3 quarts en moins, moitié moins ou autre, en tout cas bien moins de spectateurs en quasi huis clos, c'est quasiment 60% du budget total des clubs de top 14 qui disparaît. Et là, c'est extrêmement inquiétant, extrêmement impactant. Le football, c'est triste à dire, le football peut vivre sans spectateurs. C'est seulement 9%. Le
rugby, c'est extrêmement important. Vivre via la retransmission, via la retransmission, la diffusion des matchs. Les droits TV, c'est 36%. Voilà. Le trading joueur, c'est 25%. Tout ça, c'est plus de la moitié. Plus de la moitié, c'est uniquement sur la vente de joueurs et sur les recettes de droits TV. Un club de foot, c'est extrêmement triste et cynique ce que je vais dire, mais un club de foot peut vivre sans spectateurs. Aucun spectateur, il peut tenir. Il peut vivre via la manne télévisuelle, via la vente de joueurs. Un club de rugby sans son public, sans ses spectateurs, sans ses spectateurs populaires ou VIP, c'est 60% de son budget en moins. C'est extrêmement dommageable et extrêmement inquiétant. Et c'est vrai, vous l'avez très bien dit, en toute fin de confinement, quand on commençait à discuter sur ou pas une reprise avec ou non supporters, les dirigeants des clubs du top 14 de rugby tiraient la sonnette d'alarme pour dire on doit avoir des spectateurs. Sans les spectateurs, c'est la mort annoncée du rugby français. Donc ça va être des difficultés qui vont finalement perdurer dans le rugby, un boulet qui va rester sur plusieurs mois, et va s'ajouter un problème de calendrier sur cette fameuse saison qui va être une saison de rattrapage 2020-2021. Il faut caser les rendez-vous internationaux. Comment on les fait tenir? Parce que là aussi, il y a déjà un bras de fer engagé entre les instances internationales, nationales et les intérêts justement économiques. Oui, il faut terminer le tournoi de destination qui a été arrêté pendant le confinement. Il faut reprendre les test matchs de l'automne contre les nations de l'hémisphère sud. Donc il faut faire tourner ces matchs internationaux. Et en même temps, on a les championnats nationaux, le top 14 en France, qui, eux, doivent perdurer, doivent en tout cas reprendre. Mais si on dit, on fait encore une pause, après la pause du confinement, après l'annulation du championnat, on fait encore une pause à l'automne pour les matchs internationaux, c'est très bien pour les téléspectateurs qui verront les matchs du 15 de France, qui verront les All Blacks en Europe, qui verront ces grandes affiches internationales. Mais quid des clubs? Les clubs qui ont subi 3 mois de confinement, qui ont subi une fin de championnat, qui ne savent pas encore si il y aura ou pas des matchs à huis clos, parce qu'on ne sait pas, on nous parle de seconde vague. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce qu'on devra de nouveau suspendre les rencontres ou alors les faire intégralement à huis clos? Et en plus, à ça va se rajouter la pause. Alors, en tout cas, pour l'instant, il y a une discussion, houleuse ou non, mais en tout cas une discussion entre les instances internationales et les dirigeants des clubs nationaux pour savoir comment on va faire, comment on va s'organiser. Est-ce qu'on fera des doublons où en même temps on aura des affiches du top 14 et des matchs du 15 de France, mais donc dans ces cas-là, sans les internationaux, donc avec peut-être des effets négatifs sur le sportif, ou alors une pause encore une fois du top 14, donc une difficulté supplémentaire dans leur économie. Quand on parle de plan de relance et de mesures de soutien justement pour le monde du sport, en fait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu dissocier et classer les sports? Il fallait injecter ou envisager des mesures de soutien par le sport de manière générique. Est-ce qu'il fallait moins peut-être être présent pour le football, mais là je parle surtout des gros clubs et de la Ligue 1? Est-ce qu'il fallait injecter plus directement vers le sport amateur? Quelles sont les mesures de relance véritables qui pourraient correspondre à l'ensemble de la chaîne? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des aides, elles étaient plafonnées. On parle par exemple des subventions pour le chômage partiel plafonnées à 4 000 € par mois. Pour le football, donc il en a bénéficié. De fait, une décorrélation entre les clubs. Effectivement, quand on parle d'un salaire moyen en Ligue 1 de 96 000 € par mois, plafonné à 4 000 €, ça aide peu les clubs. Donc c'est pas ça vraiment qui va être dommageable. Et encore une fois, je le répète, les clubs de foot, c'est triste à dire, mais sans les aides publiques, ils auraient pu survivre. On parle de football, le sport numéro 1 sur Terre, le plus populaire en France. Quoi qu'il arrive, les gens à la rentrée vont s'abonner aux chaînes de télévision, vont fréquenter les stades de foot, vont s'intéresser au football, donc il y aura de l'argent. Donc à ce niveau-là, c'est pas dommageable. C'est vrai qu'effectivement, on aurait pu fixer une corrélation entre les clubs en perdition, en état d'alerte, en danger économique, auraient pu toucher plus d'aides professionnels et surtout amateurs. Aujourd'hui, le secteur amateur est très inquiété par la suite de cette crise économique, à savoir est-ce qu'ils vont réussir à survivre. On parle de survie aujourd'hui. C'est même plus des mesures de correction, c'est des mesures de survie qu'ils demandent. Parce que, je le répète encore une fois, le secteur amateur n'a touché aucune aide. Pas de salariés, pas de subventions, pas d'exonération de charges, pas d'aide, parce que pas de salariés. Alors qu'ils sont essentiels au tissu même de la formation du sport en France. On a évoqué, et ça a été largement débattu, sur le problème du calendrier et de la reprise en France, où le sport a été largement mis sous cloche. On a vu des pays où ça reprenait plus vite, notamment sur les championnats européens, les championnats de football. Et que dire de cet exemple de la NBA et cette bulle de Disney World? Il fallait absolument sauver la manne financière.
Et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie reprise. Est-ce qu'on n'aurait pas dû trouver un entre-deux aussi en France, entre un calendrier anticipé? Est-ce que ça s'est fait trop tardivement? Oui, effectivement, mais je trouve que c'est facile après, a posteriori, une fois que tous les championnats européens, mis à part le championnat français, ont repris et ont réussi à reprendre sans problème finalement et à se terminer, qu'à posteriori on puisse dire les Français ont pris la mauvaise décision. Il y a 3 mois, personne ne savait comment... Avec le risque de cluster dans les clubs. Oui, effectivement. Et encore une fois, malgré le confinement, malgré l'arrêt de la saison, on a eu des cas de Covid-19 dans les clubs français. Et même dans des clubs étrangers qui, eux, pourtant, ont repris leur championnat. Encore aujourd'hui, encore hier, on se demandait si le match du Barça en Catalogne pourrait avoir lieu en Coupe d'Europe. Parce qu'on ne sait pas s'il peut avoir ces risques-là. Comme le risque zéro n'existe pas, les Français ont mis en avant le principe de précaution et ont arrêté la saison. Et pour le cas du football, précisément pour le football, il n'y a pas eu de chute, de faillite, de perdition du football français. C'était plus inquiétant, plus dommageable pour les autres sports, c'est vrai, mais je trouve que c'est trop facile de le dire a posteriori, vous avez fait une erreur. Donc la NBA a repris sous cet effet de bulle de Disney World. On a vu véritablement, on réinvente quoi? On réinvente le sport, on réinvente les événements. Roland Garros a été décalé, le Tour de France a été décalé. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a, selon certaines informations, France Télévisions envisage de laisser ses commentateurs à Paris. Évidemment, il y a des contraintes sanitaires, mais il y a des contraintes budgétaires. Est-ce que ça va profondément peser sur certains événements, sur l'organisation d'événements? Le Tour de France, après, c'est un paradoxe, parce que le Tour de France, par définition, c'est un événement entièrement gratuit. Il y a plus, on comptabilise en moyenne plus de 12 millions de spectateurs le long des routes de France durant le Tour de France. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir fixer un huis clos, semi-huis clos, essayer de contrôler un peu les flux de population, dès lors qu'une compétition est entièrement gratuite et tout le long des routes de France. Donc que France Télévisions dise on vient pas, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, il y aura quand même des millions de personnes le long des routes. On ne pourra pas leur interdire. C'est la voie publique. Pour Roland Garros, par exemple, le huis clos, pour moi, tant que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a toujours ce risque de contamination, il est normal et logique de mettre en avant les huis clos. La chose qui a été révélatrice, ce qui a révélé la crise et le confinement et le Covid-19, c'est de montrer à quel point les sports professionnels à envergure internationale peuvent vivre sans spectateurs. La NBA, vous l'avez dit, c'est sous cloche entièrement, à huis clos entre les équipes qui vivent en vase clos total et complet pour terminer la saison. Idem Roland Garros à huis clos, on ne sait pas s'il y aura la barre fatidique des 5000 spectateurs dans les enceintes. Mais effectivement, c'est de montrer à quel point aujourd'hui, le sport professionnel d'envergure internationale peut vivre sans aucun spectateur, sans aucun public, sans aucun supporter. Alors, est-ce que ça prouve sa mondialisation à outrance et que dorénavant, ce qui compte, c'est les droits TV internationaux, c'est l'illustration de son envergure et sa puissance internationale. C'est aussi triste, je dois dire, pour le côté populaire du sport, de dire qu'on peut vivre sans aucun public et qu'on verra des rencontres, comme on l'a vu en Angleterre, dans des stades vides, mais avec des sons enregistrés, ce qui est assez bizarre et limite saugrenu. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui a révélé la crise. C'est qu'aujourd'hui, on peut être un supporter japonais, colombien, américain ou autre et supporter une équipe française ou européenne parce que ce qui va compter aujourd'hui, c'est la retransmission télévisuelle, c'est les revenus sponsoring, c'est les revenus commerciaux, mais c'est absolument pas les recettes billetterie. Et justement, on va y revenir dans un instant. Restez avec nous dans l'Orage. On se retrouve dans quelques minutes.